Un grand merci à vous d'être aussi nombreux à ce nouveau café de la data. C'est le 26e et le dernier de l'année 2023. Et on souhaitait évidemment finir en beauté sur un sujet dont vous avez tous entendu parler, qui est le cockpit DG. Alors, vous en avez sans doute entendu tous parler, mais peut-être que vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Mais il nous paraissait vraiment très, très intéressant par rapport à cet outil de pilotage transversal qui est mis en place dans notre collectivité, de consacrer une séquence pour en expliquer la démarche et d'appuyer en fait cette démarche à des exemples concrets pour en fait nous acculturer et nous sensibiliser plus largement à cette démarche de pilotage. Comme d'habitude, en fait, c'est une séquence qui est très courte, hein, ça se déroule sur 30 minutes. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez sortir de là en ayant en tête les éléments essentiels et de savoir aussi vers qui vous tournez pour avoir plus d'explications ou creuser le sujet. C'est une séquence qui est évidemment voilà, très libre d'intervention, donc n'hésitez pas soit à poser des questions directement, soit à les poser dans le chat et on essaiera en fait d'y répondre. Et donc, sans tarder, je vais passer la parole à Justine, qui la passera elle aussi à Grégory, je crois. Voilà, très belle séance à tous et à tout à l'heure. Alors, bonjour à tous et merci beaucoup d'être si nombreux pour cette séquence. Donc, comme le disait Marie-Christine, on propose de présenter un petit peu la démarche Cockpit DG. On va le faire en plusieurs temps. Je vais faire une présentation très, très rapide. Ensuite, on va vous inviter à répondre dans le chat à un quiz qui donne à voir quelques réalisations du cockpit. Et puis enfin, on laissera la parole à Grégory, qui était présent lors du dernier cockpit et qui a présenté un sujet qui est la feuille de route égalité femmes-hommes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On essaiera de réserver un petit temps pour les questions en fin de séquence, mais vous pouvez intervenir notamment dans le chat ou prendre la parole si vous le souhaitez. Alors, j'ai partagé mon écran pour vous faire très rapidement la petite présentation et puis après, on va basculer sur le quiz. Alors, je pense que c'est bon, je pense qu'on voit mon écran. Je vais dérouler rapidement. Oui, je le vois, hein, Justine, c'est bon. Super. Donc, le cockpit DG, c'est une démarche de pilotage qui a été mise en forme à l'échelle de la collectivité, qui a démarré vraiment opérationnellement, on va dire, en juillet 2022. Donc, ça fait un peu plus, ça fait 1 an et demi. L'enjeu, c'était un petit peu de nous mettre donc à l'initiative du DG dans des logiques de pilotage, de maîtrise de la trajectoire de l'action régionale, de se dire qu'on avait désormais des objectifs à atteindre avec des cibles chiffrées, qu'on devait se mettre en capacité en fait de se dire si on arrivait à suivre le rythme de ces objectifs, aussi d'identifier des alertes, de parer des risques et surtout se mettre dans une logique d'amélioration continue. C'est-à-dire que finalement, le fait à un moment qu'on ne soit pas à la hauteur de nos objectifs, ce n'était pas du tout problématique à partir du moment où on était en capacité de se dire, de bien identifier la problématique, de lui apporter une action correctrice, un levier, puis ensuite de voir si les chiffres s'amélioraient au regard de cette action corrective. Donc, c'est essentiellement un outil de pilotage et de dialogue. Ça doit révéler des situations problématiques, des marges de progrès, identifier des leviers. Enfin, on est vraiment dans cette logique d'amélioration continue. Concrètement, ça se traduit par une discussion qui progressivement a vocation à s'animer autour d'une data vise. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement plutôt des choses qu'on va faire un livre à papier, on va aller préparer des choses soit dans des data vises, soit dans des Excel, des cartos, etc. Mais progressivement, l'idée, c'est un petit peu ça. Et surtout, ça se structure sur les leviers pour agir, c'est vraiment l'enjeu. Il y a une discussion en DG qui a lieu 3 fois par an, donc en mars, en juillet et en novembre,
Ça se fait en collectif d'équipe DG, ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est pas un dialogue avec le DGS, c'est vraiment un dialogue avec toute l'équipe de DG. Et ça, Grégory aura l'occasion de vous en parler. Et puis concrètement, on voit plein de choses, c'est-à-dire qu'on voit des politiques publiques, on voit des grands projets de territoire, on voit aussi des choses plus sur les ressources, le pilotage financier, RH, etc. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer au quiz. Je vais vous lancer un petit peu les questions. Et puis, ce que je vous invite, c'est de répondre aux questions dans le chat. Et peut-être Marie-Christine, parce que moi, je ne vous vois pas là, de me dire un petit peu la réponse qui se dessine pour que Ok, ensuite je puisse activer la réponse dans le ok. quiz. Je vais essayer Donc ça, de compter rapidement. ouais, peut-être qu'on se donne à chaque fois 30 secondes, 1 minute pour compter, et puis après on répond comme ça, on tient le timing. Donc ça, c'est des réalisations qui viennent du dernier cockpit de novembre 23. Vous avez vu, on a fait un petit trivial poursuite. Et c'est important pour moi aussi de dire que c'est Maryse Gruber, qui est alternante chez nous, qui a réalisé ce petit jeu. Et j'espère que vous allez l'apprécier. Donc, il y a une question par pôle, par DGA. Et donc là, on commence avec les transitions. Donc, sur les transitions, la question est la suivante. Fin 2023, combien de bornes de recharge pour véhicules hybrides électriques ont été financées par la région? Alors, réponse 1, 1070, soit 36% de notre objectif final. Réponse 2, 1642, soit 55% de l'objectif final. Réponse 3, 2231, soit 74% de l'objectif final. Donc, je vous laisse répondre 1, 2 ou 3 dans le chat. Et puis, Marie-Christine, dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui se stabilise, tu me le dis, puis je clique pour voir si collectivement on a la bonne réponse. Alors, ça se tarit un peu en termes de réponses. Il y a eu un rythme super long. Alors, je n'ai pas compté dans le détail, mais au rythme de mes petites croix dans la première, deuxième, troisième colonne, la majorité des participants ont répondu la réponse 2. Alors, on va tester la réponse 2. Alors, c'était la réponse 3. Et donc là, vous avez une petite explication. Et surtout, vous avez un graphique qui est assez représentatif de ce qu'on travaille, de la façon de travailler en cockpit DG. C'est-à-dire que vous avez un petit graphique qui donne l'objectif final, donc 3000 bornes d'ici 2025, donc 3000 bornes financées. Une progression année par année. Le découpage entre les différentes modalités d'intervention. Donc, en fait, des bornes, on en met en habitat collectif. Donc là, vous voyez, ça marche pas très bien, c'est un peu le problème sur ce sujet-là. En voirie publique, sur la voirie publique, là, ça marche bien. Et puis, sur les parkings de salariés, sur les parkings des hôtels, etc., et ça marche plutôt bien. Et donc, vous avez ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette logique de trajectoire à atteindre versus nos réalisations concrètes. Et donc là, on voit qu'on est à 74% de l'objectif final, c'est-à-dire on est à 74% des 3000 bornes en novembre 23, et on est à 84% de l'objectif annuel. Et donc, pour cette problématique-là, donc là encore, on était vraiment dans l'exercice du cockpit. Ce qu'on voit, c'est que ça fonctionne bien, sauf sur l'habitat collectif. Et donc, les services proposent une évolution sur l'habitat collectif pour toucher de nouveaux publics, donc d'adapter nos modalités d'intervention. Alors, deuxième question sur les mobilités. Alors, sur les mobilités, on a travaillé sur le taux de conformité. Le taux de conformité, en fait, c'est ce qui va mesurer la part des TER qui ne sont ni supprimés ni retardés, avec une marge d'appréciation, alors qui auparavant était de retardé, c'était au-dessus de 6 minutes de retard, et puis dans le prochain contrat SNCF, ce sera au-dessus de 3 minutes seulement. Alors, si vous Donc pouviez là, c'est... répondre Oui. 1, 2 ou 3, plutôt que des Comment? pourcentages ou des A, B, C, ce sera plus facile pour moi. Merci. Tu dis quoi, pardon? Tu dis...
Bah, si les participants peuvent répondre un, 2 ou 3 plutôt Ah que oui, un, le 2 ou tout 3, ouais. ou ABC. Ouais, donc. Donc là, la question, c'est entre janvier et mai 23, quel était le taux de conformité? Donc, les TER qui partent à l'heure sous réserve de 6 minutes de retard et qui n'ont pas été supprimés. Est-ce qu'il était réponse 1 de 65%, réponse 2 de 78% ou réponse 3 de 87%? Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Alors, c'est très équilibré, beaucoup moins différencié que précédemment, mais je crois que c'est toujours la réponse 2 qui l'emporte, si je ne me suis pas trop trompée. Alors, on va tester. Donc, 78%. Alors, c'était la réponse 3, 87%. Et donc là, c'est ce que j'évoquais. Donc là, vous avez une carte de pilotage. C'est-à-dire que c'est pas une carte qui donne de l'info brute, c'est une carte qui va permettre de discriminer entre elles les différentes lignes. Et donc, vous avez sur ce sujet-là un graphique général. Et puis, vous avez cette carte qui permet de savoir les lignes, entre guillemets, les plus critiques, qui ont le plus d'écart à l'objectif. Donc là, vous voyez que les lignes en rouge, elles ont plus de 2 points d'écart par rapport à l'objectif. Celles en orange, 1 à 2 points d'écart, et celles en vert, elles ont moins de 1 point d'écart à l'objectif. Donc, grosso modo, on voit sur cette période en tout cas que les lignes en rouge, mais qui sont aussi les plus fréquentées, ce sont les lignes un peu alsaciennes, versus les lignes en Champagne-Ardenne, enfin, en tout cas au nord, qui sont plutôt dans le vert. Et donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans le nouveau contrat SNCF, avec la SNCF qui va avoir lieu, qui est en cours de négociation, je pense qu'il sera opérationnel dès l'année prochaine, le taux de conformité, cette notion-là, elle a bougé. Déjà, avant, c'était pas ce qui était contractualisé et on estimait que ça pouvait générer des effets pervers, c'est-à-dire qu'avant, ce qui était contractualisé, c'était vraiment le retard des trains. Alors, à ma connaissance, hein, j'espère que je dis pas de bêtises, il y a des gens sur la mobilité autour de, mais c'est ce que j'en ai compris. Et finalement, les trains supprimés, on les comptait pas vraiment. Donc, finalement, si on supprimait un train, il était plus en retard. Donc, dans dans les taux de retard, ils étaient bons. Et là, l'enjeu, c'était vraiment de cumuler des 2 critères et en plus d'être plus exigeant sur le critère de retard, donc qui passe de 6 minutes à 3 minutes. Alors, troisième question, là, c'est le pôle du secrétariat général. Et c'est une question qui porte, pardon, sur les économies d'énergie. Donc la question, c'est à l'horizon 2030, l'objectif, c'est de réduire les consommations d'énergie de moins 40% au sein des bâtiments régionaux. Et la question, c'est à date, quelle quantité d'énergie les différents plans, donc lycée vert, Solares, Néolux, tous les efforts de sobriété, ils ont permis d'ores et déjà d'économiser fin 2022. Là, vous avez 4 réponses, encore plus variées. Donc 44 gigawattheures, soit moins 6% de l'objectif final. 68 gigawattheures, soit moins 10% de l'objectif final, 116 gigawattheures, soit moins 17% de l'objectif final, ou 188 gigawattheures, soit moins 27%, donc 27% par rapport à l'objectif final. Donc je répète parce que c'est un peu technique, on doit économiser 40% d'énergie d'ici 2030 sur nos bâtiments. Quelle est la part du chemin qu'on a déjà faite sur les moins 40? Est-ce qu'on a déjà fait moins 6%? Réponse 1. Moins 10%, réponse 2. Moins 17%, réponse 3. Ou moins 27%, réponse 4. Je vous laisse le temps de répondre. Alors,
un peu moins de réponses pour cette question, mais des agents vraiment très très optimistes, parce que personne n'a répondu à la réponse 1. Au final, c'est la réponse 3 qui l'emporte. Ça varie surtout entre 3 et 4. On va tester. C'est bien la réponse 3, donc c'est moins 17%. Et donc là, vous avez le graphique qui montre la trajectoire prévisionnelle et ce qu'on a d'ores et déjà atteint. Donc vous voyez qu'en fait, il y a deux cibles. Il y a la cible à moins 40%, qui est l'objectif qu'on s'est fixé initialement. Et puis il y a une cible à moins 30%. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet objectif, à la base, c'est lié au décret tertiaire. En fait, c'est une obligation pour tous les bâtiments tertiaires, donc y compris beaucoup de bâtiments de la fonction publique, de réduire leur consommation d'énergie à horizon 2030. Et dans la loi, c'est moins 40%, mais quand on a des bâtiments qui sont déjà performants, en fait, on peut se permettre de rehausser un petit peu la cible. Et donc, du coup, la DIMO, quand ils ont fait cet exercice-là de regarder, d'ajuster finement avec les bâtiments déjà performants, ils se sont rendus compte qu'on pouvait se permettre de descendre en fait à moins 30% d'économie d'énergie seulement, mais ils ont choisi de garder la cible à moins 40%. Donc, on est resté vraiment sur une approche très volontariste de moins 40%. Et donc là, vous voyez le petit graphique. Les derniers chiffres qu'on connaît vraiment qui sont définitifs, c'est 2022. Et vous voyez notamment qu'en 2022, on a été très bon puisque la réalisation, là, elle est clairement en dessous de l'objectif. Donc, on a fait des économies d'énergie plus fortes que ce qu'on pensait euh, en 2022. Voilà. Et notamment sur tout le volet économie d'énergie, mais plus lié aux usages. Et ce qu'on sait, c'est que finalement, le premier pas sur les usages, être beaucoup plus précautionneux, etc., ça fait une énorme différence. Et ensuite, l'enjeu, c'est vraiment de le maintenir et qu'on passe sur des choses qui soient plus de l'ordre d'économie d'énergie. Il y a des plans de type, on va mettre des LED, on va rénover les bâtiments, etc. Alors, il est 9h19. Ouais, on va peut-être sauter une question pour permettre à Grégory de présenter. Donc, je vous donne rapidement la réponse. Donc là, c'était sur un projet de territoire euh, où on valorise en fait l'industrie de la bijouterie qui va pouvoir se réimplanter dans les Vosges. On a des entreprises qui sont revenues ou qui se sont développées. Et la question, c'était d'ici 3 ans, combien d'emplois seront créés grâce à cette industrie de la bijouterie? Je mets une réponse au pif. Donc, je vous mets 500 à 600 emplois. Et donc, c'est bien les 500 à 600 emplois qui vont être créés grâce à cette filière bijouterie qui s'implante dans les Vosges. Et l'action de la région, c'est surtout d'avoir créé des formations localement pour que ça puisse bénéficier aux habitants du Grand Est. Et du coup, j'arrive à la dernière question qui est celle de Grégory. Non, alors je vais encore en sauter une pour aller plus vite. Comme ça, on va faire la réponse de Grégory et on va pouvoir passer sur cette dernière partie. Donc, sur le plan d'égalité femmes-hommes, combien d'actions ont démarré depuis le lancement? Réponse 1, 49 sur 56, soit 88% des actions démarrées. Réponse 2, 29 sur 56, soit 52% des actions démarrées. Réponse 3, 19 sur 56, soit 34% des actions démarrées. Réponse 4, 39 sur 56, soit 70% des actions démarrées. Depuis mars Laisse. 2023. Ouais. Allez-y, ne soyez pas timide. Je vais compter les réponses. Vas-y, vas-y. Et puis tu me diras si je me trompe dans ma liste de petites croix que je suis en train de faire à la main. Oula, ça va vite là. Alors, je pense.
Ça a l'air de s'arrêter en termes de réponse. Alors, Grégory, tu arrives à combien? En fait, Moi, j'ai pas compté, hein, t'as pas compté, moi non plus. En fait, c'est un nuage de croix pour moi. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même majoritairement le choix Le 4 4, oui, tout à qui fait. se Ouais. dégage. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste? Mais oui! Alors, c'est bien le choix 4. Et du coup, Grégory, je te laisse commenter rapidement avant qu'on passe à ton témoignage sur la feuille de route égalité. Ouais, non, juste commenter. Alors déjà, bonjour à toutes et tous, et vous êtes prêtés au jeu du petit questionnaire. Alors le plan d'action, effectivement, a été adopté en mars 2023. C'est un plan qui comporte en fait 56 actions, hein, qui se partagent entre un volet interne propre, on va dire, au fonctionnement de la collectivité et comment la collectivité déploie et appuie l'égalité salariale et l'égalité professionnelle au sein de l'institution régionale. Et puis il y a tout un volet externe également qui est comment la région la région Grand Est va devenir un territoire plus égalitaire. Donc c'est à travers toutes nos politiques publiques. Et je sais que parmi nous, j'ai des collègues qui ont travaillé en tout cas et qui sont avec nous sur ce plan d'action important. Donc oui, on est plutôt satisfait, hein. La météo, vous voyez, les graphiques montrent quelque chose de plutôt positif, mais il y a aussi des points d'alerte. Mais je reviendrai dessus, hein, Justine, parce que je crois que c'est l'objet aussi du cockpit DG. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de ce cockpit. Voilà. Du coup, pour commencer un petit peu, peut-être que tu peux nous dire comment vous avez conçu votre outil. Alors, sachant que chez Grégory, la particularité, c'est que là, vous voyez le petit reporting en cockpit DG, mais derrière, il y a eu tout un accompagnement pour créer un outil de pilotage de sa feuille de route, ce qui a été aussi le cas pour d'autres feuilles de route, type plan vélo ou territorialisation. Peut-être que tu peux nous dire comment vous l'avez conçu et ce que ça t'a apporté. Bah, déjà, en fait, pour nous, l'objectif était un peu double, hein, sur ce travail. C'était déjà de réaliser un reporting pour le cockpit DG, puisque c'était quand même la commande qui avait été faite. Et puis surtout, c'était faciliter en fait l'animation de la feuille de route. Alors quand je dis feuille de route, c'est bien entendu, on appelle ça feuille de route, mais c'est le plan d'action égalité. Alors c'est vraiment lorsque la demande est venue, pour nous, c'était vraiment au bon moment, parce qu'on venait de finaliser le plan d'action. Il fallait donc lancer l'animation, hein, puisque vous le comprenez, c'est un plan d'action qui est transversal, hein, et qui concerne une multitude de directions, de pôles, et notamment la DRH. Et donc, on nous a proposé de créer, en fait, de construire un outil de pilotage commun finalement, en commun avec d'autres collègues, hein, qui avaient le même besoin à ce moment-là, notamment sur la feuille de route Territo ou même le plan vélo. Et donc, on a travaillé avec un prestataire, on a travaillé un socle commun, mais surtout, on a quand même pu l'adapter à nos besoins. Alors, je ne sais pas si Justine, tu pourras faire voir à quoi ressemble finalement le tableau qui génère tous ces graphiques. Euh, alors, effectivement, ça peut paraître un peu parfois. Alors, je peux le partager sinon, mais si tu Ah, arrives à si le tu laisses le partager. coup de oui, mais je peux y arriver. Je te Je laisse laisse. continuer, puis je vais le mettre à Ouais. l'écran. Donc vous allez voir, bon, le tableau est un peu, voilà, peut faire peur, mais en fait, ça a été plutôt facile à remplir et on se l'est approprié plutôt facilement. Donc ça nous a quand même obligé donc à faire un effort de recenser l'ensemble des actions. C'est comme je vous disais, c'est 56 actions. Donc il a fallu intégrer donc dans ce tableau qui va vous être. Il faut peut-être que je sorte parce que j'étais dessus du coup. Mais je vais mettre lecture seule, ça va marcher, je pense. Ouais, voilà. Donc voilà, si tu pouvais peut-être réduire un peu. Donc voilà à quoi ressemble le tableau.
avec l'intégralité des actions qui sont recensées, les élus identifiés, qui portent les politiques, les services qui sont concernés, les dates donc de réalisation prévisionnelle, etc. Et donc, ce qui nous a permis effectivement d'avoir une météo en gros de notre feuille de route. Voilà. Donc, ça nous permet vraiment d'évaluer le degré d'avancement donc du plan d'action et puis d'identifier les difficultés. Alors voilà, vous avez notamment météo où il y a quand c'est normal, ça veut dire qu'il n'y a pas de problématique. Et puis il y a effectivement des risques sur certaines actions. Et ça, effectivement, c'est important parce que c'est finalement ce qui nous permet aussi ce sont des éléments, en tout cas, que nous portons ensuite devant le DG et surtout l'ensemble des DGA. Et donc là, je vais revenir effectivement sur la présentation qui a été faite. Pour moi, c'était une grande première. Donc, ça peut toujours paraître un petit peu impressionnant de se retrouver effectivement face au directeur général et à l'ensemble des DGA. Mais en tout cas, c'est vraiment très constructif. C'est un travail en tout cas qui valorise à la fois ce que font les équipes et tout le travail qu'on mène dans le cadre donc de nos missions. Et je trouve que ça, c'est très, très intéressant. Donc, c'est un échange vraiment direct, bienveillant. Et surtout, c'est important de sensibiliser aussi les DGA sur certains sujets, voire même sur des problématiques. Voilà, c'est-à-dire que notamment, nous, sur notre feuille de route égalité, on a identifié quelques actions avec des risques. Alors, parce que c'est lié aussi à des partenariats externes à mener. Hein. Je veux dire, nous, sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, notamment le sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes, il faut qu'on fasse avec d'autres partenaires qu'est l'État. Donc, il peut y avoir des sujets, on va dire, et qui risquent en tout cas, de ralentir la mise en œuvre des actions. Et puis, il y a aussi des problèmes internes. Et donc, on l'avait identifié, nous, notamment, sur un sujet mobilité. Et donc, c'était important pour nous de faire remonter cette problématique-là au niveau du cockpit DG pour qu'éventuellement, derrière, on puisse trouver une solution. Voilà. Donc, vraiment, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut le vivre. En tout cas, c'est un exercice qu'il faut vivre vraiment de manière tout à fait constructive. Et voilà, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un exercice très intéressant. Voilà, en tout cas, si je peux apporter Oui. un regard nouveau sur le cockpit, en tout cas, c'est un bel exercice. Voilà. Merci beaucoup Grégory Merci. pour ce témoignage qui est très, très explicite et qui permet justement de toucher un peu du doigt ce qu'est ce programme de cockpit. Alors, il me semble il y a deux questions qui me semblent assez intéressantes. La première qui est de Anne qui dit la difficulté de trouver et de fixer des objectifs chiffrés pour des politiques et des actions qui ne se prêtent pas forcément à la quantification. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, Justine et Grégory. Ouais. Peut-être un exemple en particulier de politique qui ne se prêterait pas à la quantification. Non, alors nous, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, nous, quand on a construit l'outil, c'était comment évaluer. En fait, nous, c'était de savoir si les actions allaient être ou pas réalisées. Voilà. Donc, c'est facilement quantifiable et évaluable. Voilà. Derrière, effectivement, l'impact, on va dire, la partie évaluation des politiques et des actions, ça, c'est effectivement un autre sujet qui est pas au même niveau. Mais pour nous, en fait, voilà, c'était plutôt simple d'identifier finalement le bon outil d'analyse, enfin le bon niveau d'analyse qui était, voilà, on a 56 actions qui doivent être réalisées entre 2023 et fin 2025. Et on va voir la progression de la réalisation et de la mise en œuvre des actions. Voilà. Donc, j'ai pas trouvé, moi, de difficulté, en tout cas. Alors, peut-être, effectivement, que sur d'autres politiques, il peut y avoir des difficultés, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Oui. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux d'indicateurs. Donc, il y a des choses vraiment de type réalisation. C'est finalement, est-ce qu'on arrive à se donner un objectif sur combien d'aides on doit faire? Ensuite, aller un peu plus loin sur les résultats, quels résultats on en attend? Impact, là, ça devient vraiment très, très difficile d'avoir des indicateurs qui tournent en fur et à mesure. Parfois, c'est plus facile de faire de l'évaluation politique publique. Je pense
il y a assez, enfin moi j'ai jamais trop vu de sujet où vraiment c'est impossible. C'est plus que dans notre culture, c'est pas tout. Historiquement, on n'a pas fonctionné comme ça. C'est-à-dire que avant on se disait bah, j'ouvre une aide, le guichet est ouvert et j'ai pas forcément d'objectif d'aide régionale à donner. Et il y a vraiment cet enjeu pour le DG de se dire bah, il faut qu'on change d'approche. C'est pas j'ouvre une aide et puis bah, maintenant, les gens la mobilisent ou la mobilisent pas, c'est qu'il faut qu'on arrive à se donner des objectifs sur, par exemple, bah, combien d'aides je veux distribuer pour atteindre mon objectif de politique publique. Dans l'esprit, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Justine. Il y a deux autres questions très rapidement avant de clôturer notre séance. Alors, Kadour, donc comment procède... Non, pardon, oula, il y a plein de questions qui arrivent. Euh, Est-ce que c'est un énième tableau à compléter ou une extraction automatique depuis des outils métiers existants? Alors, j'aurais tendance à dire un peu les deux, et c'est un peu là la difficulté aussi hein, de mettre en œuvre ce cockpit. C'est que, comme vous l'avez compris, si on n'a pas de données, si on n'a pas de données structurées, si on ne s'astreint pas justement à réfléchir aussi à cette organisation, ben, on ne pourra pas exploiter, on pourra difficilement mettre en musique en fait sous forme de graphiques, de cartes ou autres ces informations et ces objectifs qu'on s'est fixés. Donc bah, c'est effectivement une question très importante parce que ben, c'est potentiellement bah, effectivement de la saisie à façon. Mais de toute manière, dans la démarche, l'idée, c'est vraiment d'automatiser au maximum. Mais c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure et qui se construit aussi, je dirais, en même temps que la mise en place, en fait, de l'outil de pilotage. Oui. Et ensuite, une autre question de Fabienne. Comment est organisé ce cockpit et qui y participe? Alors là, je vous laisse la parole, Oui. Justine et Grégory. En fait, donc le format, il évolue. Il y a un cockpit DG, c'est-à-dire que concrètement, c'est 3 fois par an sur un format de 3-4 heures, où c'est vraiment l'équipe de DG, donc les DGA plus le DGS. Et ensuite, donc les personnes, donc la dernière fois, c'était que des focus, donc que avec des opérationnels qui viennent présenter un sujet. Donc là, en l'occurrence, bah, par exemple, il y avait Grégory. Mais il y a des fois, et notamment les prochaines, on sera sur un format mixte, c'est-à-dire que nous, côté d'IMAP, on va préparer le livrable avec les directions. On va proposer 3-4 focus avec vraiment inviter les opérationnels, et le reste, en fait, c'est les DGA qui discuteront sur la base du livrable qui a été préparé par leurs équipes, en fait. Donc, à l'avenir, ça sera plutôt un format mixte un peu comme ça, donc beaucoup de sujets avec les DGA qui commentent les sujets qui ont été préparés par les services et quelques focus sur les sujets qui méritent d'être particulièrement approfondis. Voilà, bah, merci beaucoup pour vos interventions, cette présentation qui nous a permis de nous éclairer autour du cockpit, simplement pour répondre encore ou pour rebondir sur l'une ou l'autre des remarques, notamment d'Anne-Sophie qui dit bah, effectivement, il faut vraiment bien distinguer le suivi et le pilotage et l'évaluation. Effectivement, ce sont des choses qui sont vraiment différentes. Et il y a une autre remarque de Maxime qui dit bah, il faudrait former les agents à la data. Alors, les former à la data, les former aux indicateurs, les former au pilotage, effectivement, il y a tout un programme de sensibilisation, d'acculturation, de formation à déployer au sein de notre collectivité. Et si vous avez participé au café de la data précédent qui vous initiait aux indicateurs, sachez qu'on met en place un groupe de travail justement autour de ces notions d'indicateurs qui sont une partie en fait des toutes les questions que les uns et les autres se posent. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez participer à ces ateliers qu'on organise à partir de 2024. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir participé aussi nombreux à ce dernier Café de la Data de 2023. N'hésitez pas à revenir vers les uns et les autres, hein, la DIMAP notamment pour ces questions de cockpit et Justine en particulier. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un bon repos à tous pour être en grande forme et pour nos prochains rendez-vous en 2024. Très belle journée à tous. Au revoir. Merci Merci, au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.